Bonjour, je vous propose une vidéo sur les principes du LBO, c'est-à-dire des opérations de leverage buyout ou de rachat d'entreprises avec effet de levier. Partons du contexte suivant. Si on place son argent sur un livret A, le rendement annuel que l'on va obtenir est de 1%. Ça veut dire que le taux de rendement interne ou TRI du livret A est de 1%. Alors que l'objectif d'un fonds d'investissement est de dégager un TRI de 20%. Alors comment obtenir 20 fois mieux que le livret A? Eh bien, en partant du principe suivant, à savoir investir 40 pour prendre 100% du contrôle d'une société qui vaut 100. Alors c'est sûr que si on investit 40 pour prendre non pas une participation de 40%, mais bien 100% du contrôle d'une société qui vaut 100, on est dans une position extrêmement confortable pour viser la réalisation dans le futur d'une plus-value élevée qui permettra de s'assurer un taux de rendement interne également élevé. Alors la modalité d'opération pour y arriver, c'est le rachat avec effet de levier ou le LBO. Alors pour réaliser un LBO, il faut faire un montage qui peut être décomposé en deux étapes. Première étape, le fonds d'investissement crée une société holding qu'on va appeler Grand H. Cette société holding va lever du capital auprès du fonds d'investissement, dans notre exemple, à hauteur de 40. Cette société holding va également lever de la dette à hauteur de 60 auprès d'une banque ou auprès d'un syndicat bancaire ou d'un pool bancaire. Ça signifie, dans notre exemple, que le montant total des fonds levés par le holding Grand H est égal à 40 plus 60, à savoir 100. En d'autres termes, à l'issue de cette étape numéro 1, on retrouve à l'actif du bilan de H des disponibilités d'un montant de 100 que le holding est ainsi prêt à investir. Étape numéro 2. Fort de ces ressources levées à hauteur de 100, fort des disponibilités que le holding a désormais à l'actif de son bilan, eh bien le holding peut investir 100. Le holding peut payer les actions de la cible pour un montant de 100. Ça signifie que dans le cadre de l'opération de LBO, la valorisation des capitaux propres de la cible est égale à 100. On peut donc dire que la valorisation de la cible dans une optique de LBO n'est pas une hypothèse, mais la résultante de la structuration du LBO. En d'autres termes, rappelons-le, cette valorisation de 100, c'est le montant total des ressources levées par le holding sous forme de capital levé auprès du fonds d'investissement à hauteur de 60 dans cet exemple, et sous forme de dette levée auprès des banques à hauteur de 60. Alors je vais faire une remarque importante. L'objectif visé par le fonds à l'issue de ce montage est atteint, puisqu'il n'a investi que 40 pour finalement prendre 100% du contrôle d'une société qui vaut 100. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une opération de financement à hauteur de 40% par capitaux propres et 60% par dette. Ça, c'est vrai pour la société holding, mais ça ne l'est pas pour le fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, lui, il a juste investi 40 dans le capital de la société holding. Et la dette, elle n'est pas levée par le fonds d'investissement, elle est levée par la société holding de reprise. Ça veut dire que le service de la dette d'acquisition, je veux dire le remboursement du principal et le paiement des intérêts, n'est absolument pas du ressort du fonds d'investissement. C'est le holding de reprise qui doit assurer ou assumer le service de cette dette d'acquisition. Alors, justement, comment calibrer la dette d'acquisition? Comment déterminer le montant maximal de dette d'acquisition qui peut être levé par la société holding de reprise, à savoir 60 dans notre exemple? Alors en fait, cette dette, elle est calibrée de telle sorte que son service, c'est-à-dire le remboursement du principal et le paiement des intérêts, puisse, sur la base du business plan de la cible, être assuré par H sans requérir un nouvel endettement. Ce que je veux dire, c'est que la société holding, elle s'est déjà endettée pour racheter la cible. Il n'est pas question qu'elle soit amenée à s'endetter de nouveau pour permettre le remboursement de la dette d'acquisition.
Alors, d'où vient l'argent pour rembourser cette dette d'acquisition et payer les intérêts? Alors, certainement pas des clients, puisque la société holding, par définition, n'a pas d'activité opérationnelle. Elle ne va pas encaisser des montants provenant de ventes. Finalement, il y a deux sources de cash pour la société holding de reprise. Premièrement, principale source de cash, les dividendes que la société cible va lui verser. Alors, pour maximiser le montant des dividendes, le taux de distribution sera de 100%. Il y a une source secondaire de cash pour la société holding. C'est l'impôt sur les sociétés reçu de la cible dans le cadre de l'intégration fiscale qui fera l'objet d'une vidéo spécifique. Donc finalement, si on veut structurer un LBO, la priorité est à la construction du business plan de la cible pour en déduire les résultats prévisionnels susceptibles d'être versés à H sous forme de dividendes et au passage déterminer l'IS qui pourra être également versé à cette société H holding de reprise. Alors une fois que la dette d'acquisition est déterminée, il convient de déterminer le capital de H, de calibrer le montant de capital qui peut être levé par le holding de reprise, 40 dans notre exemple. Alors, ce capital, qu'on va noter grand C, doit être calibré de telle sorte que le TRI du fonds soit de 20% en 3 ans. Alors, la dette d'acquisition, elle a généralement une maturité de 7 à 8 ans, mais ça n'empêche pas le fonds d'investissement d'avoir un horizon d'investissement de seulement 3 ans, c'est-à-dire d'envisager de vendre les actions du holding qu'il détient au bout de 3 ans. Alors, rappelons que le TRI, le taux de rendement interne, c'est le taux d'actualisation qui permet d'annuler la vanne. C'est, en d'autres termes, le taux d'actualisation tel que le montant de l'investissement réalisé par le fonds, grand C, soit égal à la somme des cash flows futurs actualisés à ce taux. Alors, l'inconnu, ce n'est pas le TRI. L'inconnu, c'est le montant que l'on va investir, c'est le capital grand C. Par conséquent, le capital grand C est égal à la somme des cash flows futurs sur 3 ans, puisqu'il y a un objectif de sortie du fonds au bout de 3 ans, actualisé au TRI de 20%. Alors on peut partir du principe selon lequel le fonds d'investissement accepte de ne recevoir aucun dividende en provenance du holding pendant toute la période pendant laquelle il en est actionnaire. Pourquoi? Eh bien parce que le fonds d'investissement souhaite que le holding puisse affecter la totalité du cash qu'il récupère au service de la dette d'acquisition. En d'autres termes, plus le holding aura de cash disponible pour rembourser la dette et payer les intérêts, plus le montant levé au moment de la structuration de l'opération sera élevé. Par conséquent, si le holding ne verse aucun dividende au fonds d'investissement, le cash flow de la première année, CF1, est égal au cash flow de la deuxième année, CF2, est égal à 0. Alors la troisième année, il n'y a pas plus de dividendes, mais la troisième année, le fonds d'investissement sort du capital du holding. Par conséquent, le capital souscrit va être égal à CF3 sur 1 plus 20% au cube, et CF3, c'est le prix de cession des actions du holding par le fonds d'investissement dans 3 ans. Donc finalement, le montant de capital investi par le holding de reprise, c'est le prix de cession actualisé à 20% dans 3 ans. Prix de cession sur 1 plus 20% au cube. Alors en conclusion, on peut facilement déterminer le profil de la cible d'un LBO. Tout d'abord, on a vu que le service de la dette d'acquisition était conditionné à la profitabilité de la cible. Plus la cible est rentable, plus elle va pouvoir verser de dividendes au holding de reprise
et plus le montant de la dette d'acquisition sera élevé. La deuxième chose, c'est qu'il convient que la politique de dividende de la cible, une fois le LBO monté, soit compatible avec les besoins d'investissement de la cible. Ce que je veux dire, c'est qu'une cible qui devrait beaucoup investir ne pourrait pas distribuer sous forme de dividende 100% de son bénéfice, car elle devrait garder une partie de son cash pour autofinancer ses investissements. Par conséquent, le profil de la cible, c'est une société rentable et mature, parce que si elle est mature, elle aura des besoins d'investissement raisonnables. Et l'exemple que l'on peut donner d'entreprise qui a fait l'objet de LBO successifs, qui se prête parfaitement à des LBO successifs, qui est rentable et mature, c'est Picard Surgelé.